Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Je présente à tous nos téléspectateurs mes meilleurs vœux et je vais recevoir d'une façon un peu particulière aujourd'hui, puisque nous serons en vidéo. Il va s'adresser à nous depuis ces lointaines montagnes. C'est Jean-Pierre Chevalier. Bonjour Jean-Pierre Chevalier. Bonjour Olivier, bonjour les téléspectateurs et bonne année à tout le monde. Analyste monétaire et financier. Et en votre compagnie, j'aimerais que l'on traite 4 sujets qui me paraissent de première importance. Le premier problème, c'est évidemment l'inflation. Et vous apportez à cette question qui touche tous nos compatriotes une contribution originale et significative sur laquelle j'aimerais revenir. Et assez curieusement, vous allez nous faire passer par la Turquie, parce qu'il se passe des choses un peu similaires en Turquie et qui nous permettent d'éclairer cette question. Ensuite, on évoquera EDF, qui s'est lancé dans des opérations financières contraires aux obligations de service public, en dehors évidemment de l'augmentation des coûts de l'électricité, qui là aussi pénalise nos contemporains. Ensuite, nous reviendrons sur la faillite du Crédit Suisse et les conséquences pour la BNS, Banque nationale suisse, question que nous avions évoquée avec Pierre Jovanovic, et sur lequel vous apportez aussi des éclairages complémentaires. Enfin, nous reviendrons sur l'affaire Pfizer-Macron. Combien Macron a-t-il gagné dans la conduite du rachat du secteur de Pfizer par Nestlé, par l'intermédiaire de la banque Rothschild, puisqu'il paraît que des millions ont été versés qui n'apparaissaient pas dans les comptes de campagne de l'intéressé. Donc, voilà de nombreux sujets. Et tout d'abord, l'inflation et sa spécificité par rapport à celle que nous avons connue jusqu'aux années 80. Que se passe-t-il exactement en France? Est-ce que c'est les ruptures de stock liées au Covid, puis la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est la planche à billets que vous avez dénoncée, que Jean-Pierre, vous avez dénoncé à de nombreuses reprises, que, bien sûr, Pierre Jovanovic aussi? Que se passe-t-il en matière d'inflation? Vous avez des choses à nous dire. Je vous écoute avec intérêt. Oui, alors à propos de l'inflation, il y a quelque chose qui est très curieux. Donc c'est en fait Pierre Jovanovic, notre ami Pierre Jovanovic, qui a eu une excellente idée, c'est d'aller en Turquie pour voir ce qui se passe. Par contre, moi, je ne vais pas en Turquie et je vais chercher des informations sur le site de la Banque centrale turque. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai calculé des ratios, donc, parce que c'est absolument fondamental. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je constate que le ratio de la masse monétaire globale de la Turquie est inférieur à 70% du PIB courant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que sous la limite de 80% du PIB, l'argent est considéré comme étant sain dans une nation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une augmentation des prix, mais dans ce cas-là, l'augmentation des prix a des effets très positifs. C'est une inflation, une bonne inflation en quelque sorte. C'est l'inflation qui existe en Turquie, donc Pierre Jovanovic l'a constaté. Les Turcs sont très contents, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils dépensent cet argent, ils sont dans les restaurants, dans les boutiques, etc. Ils vivent confortablement. Et c'est exactement ce qui s'était passé en France pendant les 30 Glorieuses. Pendant les 30 Glorieuses... L'inflation des 30 Glorieuses est à peu près celle qui se produit en Turquie, mais ce n'est pas du tout celle qui se produit aujourd'hui chez nous. Non, alors l'inflation qui se produit maintenant est totalement différente. Pourquoi? Parce que ce ratio de la masse monétaire par rapport au PIB est supérieur à 120% du PIB, 120% actuellement dans la zone euro, ce qui est absolument catastrophique. Et n'affolons pas nos téléspectateurs, qui sont pourtant très savants et qui savent des tas de choses. Vous voulez dire que l'inflation spécifique que nous vivons est liée à un ratio. Et ce ratio, c'est le rapport entre
la masse monétaire, mais quelle masse monétaire? La totalité de la masse monétaire? La masse monétaire globale, M3, donc c'est-à-dire tout l'argent qui circule normalement dans une nation. Donc c'est un concept bien précis, établi internationalement. Donc au niveau de la zone euro, puisque la France n'existe pas sur le plan monétariste, donc au niveau de la zone euro, actuellement, la masse monétaire est supérieure au PIB courant, alors que avant l'adoption de cette monnaie unique européenne, cette masse monétaire était inférieure, largement inférieure à 70%, 65%, exactement comme en Turquie. Donc jadis en France, on avait une bonne inflation. Actuellement, enfin tout au moins pour ce qui concerne les chiffres de la Turquie, j'ai pris les chiffres de l'an dernier. Actuellement, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de les actualiser. Donc, on avait une bonne inflation en France. Les Français travaillaient, gagnaient de l'argent et le dépensaient. Tout c'était pendant les 30 Glorieuses. Et depuis qu'il y a donc cette monnaie unique, on a au contraire une hypertrophie de la masse monétaire, et c'est cette hypertrophie de la masse monétaire qui crée donc de l'inflation. Et c'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, et c'est encore pire, donc parce que c'est quelque chose qui est très très important, ces ratios de masse monétaire sur le PIB. C'est tellement important que lorsque Ben Bernanke a pris la présidence de la Fed, il a décidé de supprimer la publication des chiffres de M3. C'est absolument catastrophique parce qu'on ne sait plus ce qu'il en est, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont en dehors de la Fed, de la Banque centrale américaine. Seuls les gens de la Fed, eux, ont les bons chiffres. Mais ils publient quand même des chiffres de l'agrégat monétaire M2, c'est-à-dire de l'argent que les Américains ont sur leur compte bancaire et sur leur portefeuille. Donc c'est l'argent qui leur permet d'acheter, donc de recevoir des paiements donc, de salaire et de dépenser cet argent. Et ce ratio M2 sur le PIB annuel doit être aux alentours de 55%. Donc ça, c'est une norme qui s'impose historiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé après 2011? Il y a eu un début d'hypertrophie monétaire, un début d'inflation qui s'est manifesté à partir de 2020. Pourquoi? Parce que les autorités américaines ont fait comme les autorités européennes et elles ont interdit à beaucoup d'Américains de travailler, mais elles ont donné de l'argent. Donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas, ça ne va pas. Il y a nécessairement une bulle économique, une bulle monétaire qui s'est développée, et cette bulle, c'est celle qui provoque la mauvaise inflation. Donc on est actuellement dans une situation d'inflation créée par une hypertrophie monétaire. On revient aux fondamentaux de la théorie monétariste. La fameuse planche à billets, donc, est aujourd'hui chargée négativement, parce que la masse monétaire dépasse le PIB. Cela étant, est-ce que ça a des conséquences sur la valeur de la monnaie malgré tout? Car la lire turque ou la livre turque est en très mauvaise posture. Oui, la monnaie nationale turque est en mauvaise posture. Il y a une dévaluation de la monnaie turque par rapport aux autres monnaies comme le dollar américain, l'euro, etc. Mais c'était la même chose pendant les 30 Glorieuses. Les Français donc travaillaient, gagnaient de l'argent, mais tout se passait bien, sauf qu'il y avait quand même une augmentation des prix qui faisait qu'en France, il y a eu à cette époque-là des dévaluations du franc français. Oui, mais dans ce cas-là, c'est favorable aux entreprises françaises qui peuvent exporter. Les salaires suivaient à l'époque. Pardon ? Et je vois qu'en Turquie, les salaires suivent aussi l'inflation. Ah oui, les salaires suivent, il n'y a pas de problème. Les entreprises peuvent augmenter leurs prix
Donc elles augmentent leur prix, les salariés demandent des augmentations de salaire. Bon, les chefs d'entreprise acceptent ces augmentations de salaire puisque tout augmente et tout le monde se porte très bien. Donc il y a à ce moment-là un équilibre qui est fait. Donc à partir des États-Unis, il y a des normes qui correspondent donc aux agrégats monétaires. Donc l'agrégat monétaire M1, c'est-à-dire les billets que possèdent les Américains, doivent représenter environ 15% du PIB. Leur épargne en M1-M2 représente 40% du PIB. Et la trésorerie des entreprises, c'est M3-M2, qui doit représenter environ 25% du PIB. Et dans ce cas-là, on a des ratios qui sont normaux et non pas d'hypertrophie monétaire. Et ce qui est important, c'est très important, ces problèmes-là, parce que pour la première fois dans leur histoire, les Américains ont une hypertrophie monétaire qui est létale à terme. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Enfin, je ne sais pas du tout, et il n'y a pas que moi. Alors, à vous entendre, je comprends qu'il y a une bonne inflation. C'était celle des années 70, ou c'est celle qu'on observe en Turquie, mais tout le monde s'accorde, enfin les économistes officiels s'accordent pour dire quand même que l'inflation est un mal absolu. Alors aujourd'hui, il est un mal absolu, ou en tout cas un mal, mais pas dans tous les cas. C'est ce que nous avons retenu de votre propos, cher Jean-Pierre. Mais donc, comment allons-nous sortir de cette inflation mauvaise actuellement, si ce n'est par la hausse des taux d'intérêt, qui est déjà actée par la Banque centrale, n'est-ce pas ? Oui, les taux d'intérêt ont commencé déjà à augmenter. Ils ont augmenté d'une façon importante. Le problème de l'augmentation des taux d'intérêt, c'est que ça perturbe totalement l'économie. Et en plus de cela, ça ne permet pas de faire éclater cette bulle monétaire. Donc on se trouve dans une situation qui est difficile à résoudre. On ne sait pas, je ne sais absolument pas du tout ce qui va pouvoir se passer. Alors, je voudrais savoir si vous avez sur l'inflation d'autres informations à nous donner. Sinon, nous passerons à la question suivante. Oui, je préfère que l'on passe au sujet suivant que nous avions convenu, à savoir donc les problèmes d'EDF, je crois. Alors justement, parlons maintenant d'EDF, car le rapport financier auquel vous avez accédé du premier semestre 2022 fait état d'une perte de 3 milliards d'euros qui s'ajoute aux pertes d'exploitation, si je puis dire, de 4 milliards. Or, ces 3 milliards, dites-vous, sont venus des spéculations organisées par EDF sur des produits financiers ou des produits immobiliers qui est totalement contraire aux missions d'EDF. Or, de cela, personne n'a parlé. Pouvez-vous nous développer un petit peu cet aspect qui est un peu annexe à partir de la crise de l'énergie, mais qui est une réalité ? Oui, j'ai été très surpris de constater ce qui se passe actuellement en France. C'est absolument épouvantable pour ce qui concerne l'électricité. Et quelque chose qui m'a encore le plus surpris, c'est que personne, à ma connaissance tout au moins, n'a abordé, n'a recherché les résultats financiers d'EDF. Parce que la comptabilité donne une image fidèle de la réalité. Tout au moins, c'est l'objet de la comptabilité. Et qu'est-ce que l'on constate ? Donc, uniquement, ce n'est pas une analyse financière que je mène, mais juste un commentaire du résultat, du compte de résultat d'EDF, pour ce qui concerne le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. Qu'est-ce que l'on constate ? On constate que donc là je reprends les chiffres simplifiés, le chiffre d'affaires en 2021 était de 40 milliards d'euros
Et en 2022, pour le premier semestre, toujours pour le premier semestre, il est de 66 milliards. Comment se fait-il qu'il y ait eu une augmentation de plus de la moitié du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre? Ce n'est pas normal, puisque la production de l'électricité en France est essentiellement faite par l'énergie nucléaire et, a priori, le prix de l'uranium n'a pas explosé. Donc là, première anomalie, c'est très curieux, ce n'est pas du tout normal, il faudrait savoir ce qu'il en est effectivement là-dessus. La hausse du chiffre d'affaires provient très certainement en 2022, au premier semestre, par rapport au premier semestre 2021, d'éléments que je ne connais pas. Il doit y avoir manifestement des irrégularités à la suite de cela. Et le pire, c'est que même en ayant augmenté de plus de 50% les prix, enfin, le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation aboutit à une perte de 4,5 milliards, rien que sur l'exploitation. C'est tout à fait anormal. Pourquoi? Et le pire, c'est qu'il y a un résultat financier qui est négatif à hauteur de 3 milliards d'euros. Pourquoi EDF a-t-elle perdu 3 milliards d'euros sur le seul résultat financier? La réponse, on la voit dans le rapport financier publié pour le premier semestre. Qu'est-ce qui s'est passé? EDF, en fait, a investi dans des actions et des obligations. Pourquoi EDF a-t-elle investi dans des actions et dans des obligations? L'objet social d'EDF, c'est de produire de l'électricité. Ce n'est pas de spéculer en bourse, en actions et en obligations. Donc ça, j'ai repris les termes, un paragraphe du rapport financier. C'est totalement anormal. Donc, EDF n'a pas à faire des opérations immobilières de luxe à Paris, Londres, Genève ou ailleurs. Donc, il y a dans EDF une section d'investissement qui est présentée comme étant une gestion de trésorerie, mais on ne fait pas de la gestion de trésorerie en achetant des actions et des obligations. C'est totalement interdit, c'est en dehors de l'objet social d'EDF. Oui, mais Jean-Pierre, il n'est pas tout à fait légitime qu'EDF cherche à faire fructifier sa trésorerie. Quelles sont les règles en la matière? Normalement, la gestion de trésorerie, c'est de la gestion au jour le jour, en quelque sorte, ou tout au moins l'argent disponible d'une société doit être investi à très 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 court terme et non pas en actions et en obligations à long terme. Pour ce qui concerne ce problème-là, justement, c'est quelque chose qui est très important. Et pour ce qui concerne les obligations, une obligation qui est lancée à un taux de 10%, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'investisseur qui va mettre 100 euros ou 100 millions d'euros ou 100 milliards, etc., va verser un intérêt au taux de 10%, mais la personne qui a investi dans une obligation va pouvoir la céder au bout d'un certain temps. Si personne ne veut acheter par exemple d'obligation, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de l'obligation va baisser. Il va baisser à 50 par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? La rémunération est toujours de 10. 10 pour 50, c'est-à-dire un taux de 20%. Donc là, c'est intéressant. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? La dette, l'obligation ne vaut plus que 50. Et il y a donc une perte en capital de la moitié. Donc c'est sur ce mécanisme-là qu'EDF a perdu de l'argent. Oui. Alors nous sommes sur un krach obligataire. Il y a eu une baisse très sensible des actions, des anciennes actions à des taux d'intérêt très bas ou négatifs. Et donc, il est normal que tout ceci s'effondre puisque maintenant, les taux d'intérêt sont plus rémunérateurs. Et est-ce que les épargnants vont être sont victimes de
ce krach obligataire dissimulé. Effectivement, puisque les rendements augmentent, les banques centrales, la Fed et la BCE, augmentent leur taux d'intérêt. Donc si les taux d'intérêt augmentent, les prix de la dette baissent. Donc ça génère des pertes absolument considérables. Les pertes sont de l'ordre de 20 à 30% actuellement, et c'est la raison pour laquelle EDF a donc perdu beaucoup d'argent ici. Voilà. Donc ça c'est, je me trompe. Voilà. Donc EDF a perdu beaucoup d'argent en investissant sur des obligations, alors que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de produire de l'électricité et de gérer à la marge la trésorerie, donc sur du très court terme et non pas sur des titres risqués comme des actions et des obligations. Seuls des fonds d'investissement ont le droit d'investir en actions, en obligations ou en immobilier. Alors, il y a une troisième question que j'aurais aimé vous poser, c'est sur ce qui se passe du côté des banques suisses. Nous en avons parlé avec Pierre Jovanovic, mais vous apportez des éclairages un petit peu nouveaux sur la question. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors pour ce qui concerne la Banque nationale suisse, c'est-à-dire la Banque centrale suisse, la BNS, quelque chose qui est assez curieux, donc c'est d'actualité encore. Les Suisses viennent de constater, de déplorer que la BNS vient de faire des pertes absolument gigantesques, pour la même raison qu'EDF. Oui, mais c'est normal. Tout le monde perd de l'argent en Suisse alors ? Non, pas tout le monde. La BNS, la Banque nationale suisse, perd de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'elle a justement investi dans des actions et des obligations, et les pertes sont absolument gigantesques. Entre le plus haut atteint en mars 2021 et le plus bas atteint en septembre dernier, en septembre 22, pardon, oui, en un peu plus d'un an, la Banque nationale suisse a perdu 166 milliards de francs suisses au niveau de ses capitaux propres. C'est absolument gigantesque. Et actuellement, entre le 1er janvier et les derniers chiffres publiés donc, pour la fin du mois de novembre, la perte est de 136 milliards de francs suisses. Donc la BNS a perdu des sommes absolument considérables. Oui, mais... Qui vous permettent de dire cela. Parce qu'il semblerait malgré tout qu'une partie des banquiers refusent de publier les comptes. Donc comment avez-vous découvert ces pertes ? La BNS est une banque centrale qui a la particularité d'être cotée en bourse. Étant donné qu'elle est cotée en bourse, elle doit respecter les règles comptable internationale, IFRS. Et dans ce cas-là, elle est obligée de comptabiliser ses actifs à la valeur du marché, c'est-à-dire en comptabilisant les pertes. Donc, fin novembre, eh bien, il n'avait plus que 67 milliards d'euros de capitaux propres, alors qu'ils avaient eu 222 milliards de capitaux propres en mars 2021. Donc, c'est quelque chose qui est très très important. Une société est obligée de comptabiliser ses pertes à sa juste valeur de marché. Mais que se passe-t-il au niveau de la BCE ? La BCE ne publie pas des comptes conformes aux règles internationales, elle publie des comptes en fonction de ses propres règles. Et c'est elle qui a fixé ces règles. Et ces règles, ils ne comptabilisent pas, la BCE et la Banque de France ne comptabilisent pas ses actifs à sa juste valeur. Donc ils ne comptabilisent pas les pertes de la Banque de France ni de la BCE. Et elles sont gigantesques, comme on va le voir. Pour ce qui concerne la BNS, il y a quelque chose qui est très intéressant,
c'est que depuis qu'il y a une crise qui s'est développée en Europe, dans la zone euro, que se passe-t-il? Des capitaux de la zone euro se réfugient en Suisse. Et on le voit sur les chiffres publiés par la BNS au cours des mois qui viennent. Donc il y a eu de plus en plus de dépôts d'Européens de la zone émanant de la zone euro en Suisse. Et là, ils viennent de partir depuis quelques mois. Oui. Attendez, j'ai un peu de mal à comprendre. Vous nous parlez des pertes de la BNS. On a parlé avec Pierre Jovanovic des pertes du Crédit Suisse. Et vous nous dites que les capitaux vont quand même en Suisse. Comment expliquer cela? Il n'y a pas de rapport en fait entre les difficultés de la banque Crédit Suisse et la BNS. Ce sont deux problèmes totalement différents. Donc, Crédit Suisse a fait des opérations qui n'auraient jamais dû être faites, et la BNS, elle, a géré normalement son argent, puisqu'il y avait des capitaux qui arrivaient en Suisse, et ces capitaux donc, sont comptabilisés au niveau de la BNS. Donc on le voit très bien, des placements en devises qui ont atteint des sommes considérables, presque aux alentours de 1000 milliards de francs suisses. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une technique utilisée par les Suisses qui évite de subir la faillite des banques? Alors, quelque chose qui est très intéressant, c'est d'ailleurs Pierre Bergerot qui avait fait un reportage en 2018 sur les banques suisses. Et il faut savoir que les banques suisses ne conservent pas les actions que leurs clients achètent. Donc si les clients des banques suisses, lorsqu'ils achètent des actions, que se passe-t-il? Ces actions vont être placées dans une entité qui est gérée par la faîtière bancaire suisse et qui est en dehors des banques. Donc, même si Crédit Suisse, par exemple, Crédit Suisse pourrait faire faillite. Si Crédit Suisse fait faillite, les clients de Crédit Suisse, eux, conserveront toujours leurs actions parce qu'elles sont en dehors du bilan de Crédit Suisse, en dehors des banques. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que les clients des banques suisses sont certains de ne pas perdre l'argent qu'ils ont investi dans leur banque. Je comprends. On est content pour eux. Mais j'aimerais maintenant, mon cher Jean-Pierre, que nous allions sur la question finale qui se pose, c'est que, et nous allons passer un peu par le Luxembourg, je crois. Attendez, avant d'y aller, une petite, je vous interromps. Pour ce qui concerne la Banque de France, que se passe-t-il pour la Banque de France? Oui. Donc, pour la Banque de France a 1200 milliards d'euros de titres, d'obligations, essentiellement, des titres de dette, et la BNS a presque 1000 milliards d'obligations. Et la BNS a affiché, disons, 166, ça dépend comment... Bon, je simplifie un petit peu. Et les pertes sur les devises sont de 170 milliards. Et la Banque de France a très certainement perdu autant d'argent que la Banque nationale suisse, mais la Banque de France refuse de publier ses pertes. Donc, mais par contre, elles sont bien réelles. C'est ce que je voulais dire avant de passer à la suite. Merci pour cette information complémentaire. Donc, on ne saura jamais quelles sont les pertes de la Banque de France. Par contre, on ne saura jamais non plus quels ont été les gains de M. Macron dans une opération qui avait déjà défrayé la chronique, c'est l'affaire Pfizer-Macron. Lorsque Macron était chez Rothschild, il avait conduit la transaction de vente du département alimentaire enfant de Pfizer au bénéfice de Nestlé. Alors là, vous avez des chiffres, vous avez des informations, sauf
peut-être ce qu'a vraiment gagné Macron dans l'opération. Vous allez nous expliquer tout ça, Jean-Pierre. Oui, alors la dernière fois que vous m'aviez invité, j'avais abordé déjà ce problème-là sans avoir les justifications. Et par la suite, j'ai eu l'idée d'aller chercher des informations dans les rapports financiers de la banque Rothschild. Et comme la banque Rothschild est une société cotée en bourse, donc elle est obligée de publier des informations. Et là, j'ai eu la surprise d'avoir la confirmation de ce que je vous avais dit l'année dernière, sans en avoir, alors que je n'avais pas cette confirmation. Le deal, c'est-à-dire le montant de la transaction, portait sur 11,8 milliards de dollars. Donc c'est bien établi, clairement. Et quelle est la rémunération de Macron? Donc pour répondre à cette question, il faut passer en deux temps. Premier temps, quelle est la commission de la banque? La commission de la banque est calculée à partir des deals qui sont finalisés. C'est-à-dire que si le contrat a été effectivement finalisé, si l'accord donc a été conclu, dans ce cas-là, la banque Rothschild est payée. Si l'accord n'est pas conclu, rien du tout. Donc c'est une perte sèche. Alors, donc, ce qui est important, ce sont les deals qui sont finalisés, c'est-à-dire les accords qui sont finalisés, et la banque Rothschild publie dans son rapport financier que les deals finalisés représentaient cette année-là, en 2012-2013, 96,6 milliards d'euros. Et les revenus des fusions-acquisitions, donc de cette activité de fusion-acquisition, étaient d'1,432 milliard d'euros. Donc, dans ce cas-là, il y a une chose qui est très importante, la commission de Rothschild était de 1,5%, et je vous avais dit l'an dernier que c'était nécessairement supérieur à 1% et inférieur à 2%. Et effectivement, j'ai eu la bonne surprise de constater que j'avais eu raison. La commission de la banque est de 1,5%, très exactement, dans la marge de fluctuation que j'avais donnée. Donc 1,5% de 11,8 milliards de dollars, ça fait 175 millions de dollars américains. Donc j'ai tout... Et l'intermédiaire Macron, alors combien a-t-il touché alors? Alors, ensuite, dans un deuxième temps, quelle est la commission de Macron? Alors ça, c'est le grand secret. Oui, mais le grand secret, on sait que de toute façon, la commission du responsable des négociations qui ont lieu touche au minimum 10% de ce qu'a touché la banque. Et au maximum 30%. Arrondissons à 25%, un quart. Qu'est-ce que ça donne? 10% de 175 millions de dollars américains, ça donne environ 16 millions d'euros. Donc, Macron a touché au minimum 16 millions d'euros, et non pas 3, comme c'est annoncé, comme il l'a publié dans sa déclaration fiscale. Il est impossible qu'il ait touché 3 millions d'euros seulement sur un deal alors que Rothschild a gagné 175 millions de dollars. Le chiffre, puisque tout le monde a dit que Macron était un super champion, un Mozart de la finance, il y a de grandes chances pour qu'il ait été payé aux alentours de 25% du montant de la commission de Rothschild. C'est-à-dire 25%, qu'est-ce que ça fait? 40 millions d'euros. Donc, quelle est sa rémunération? Quelle a été sa rémunération? Quelque part entre 16 millions d'euros et 40 millions d'euros. Très vraisemblablement dans les 30 millions. Ah oui, d'accord, mais pourquoi ces 25%? D'où vient le chiffre? D'où vient le pourcentage? Ça, ce sont des normes, c'est connu. Tout le monde sait que, de toute façon, la rémunération du chef de file d'une négociation aussi complexe que ça
touche entre 10 et 25% en général. Donc ça peut monter aux alentours de 30% aux États-Unis, mais dans ce cas-là, c'est d'ailleurs limité par la loi américaine. Et donc ce sont des cabinets d'avocats très importants qui peuvent obtenir 30%, aux alentours de 30% de commission, mais c'est très rare. Disons que 25%, c'est vraiment très vraisemblable. Eh bien, on est content pour lui, là encore une fois, mais il serait bon que ces chiffres fussent connus du public. Et je vous remercie de les faire connaître aux téléspectateurs de TV Liberté. Et je me base là-dessus sur les rapports financiers qui sont publiés par Rothschild. Donc là, j'ai repris donc, dans les archives donc, de Rothschild qui sont accessibles par tout le monde. On a le montant de la transaction, on a et également les actions, toutes les opérations qui ont été finalisées au cours de cette année-là. Donc il y a eu des opérations qui ont concerné Vivendi, Hertz, Alstom, Walmart, Coca-Cola par exemple. Donc c'est quelque chose qui est connu, donc aucun problème là-dessus. Mes sources sont parfaitement fiables et vérifiables. Très bien, Jean-Pierre. Merci pour toutes ces informations. Alors, je vais vous poser une dernière question avant que nous nous quittions et que vous retourniez, enfin, que vous regagniez vos montagnes lointaines. Une question finale sur certaines difficultés qu'ont éprouvées les internautes à vous joindre sur chevalier.biz. Que s'est-il passé ? J'ai eu beaucoup de problèmes et j'en ai encore pour ce qui concerne mon site. Il y a des dysfonctionnements. Je n'ai toujours pas réussi à résoudre pour l'instant ces problèmes. Je pense les résoudre très prochainement. Les personnes qui s'abonnent à mon site sont débitées, mais je n'ai pas l'information en question et normalement elles devraient pouvoir avoir accès aux articles qui correspondent à ce qu'elles ont payé, à l'abonnement qu'elles ont payé. Mais il y a des dysfonctionnements qui proviennent soit de la gestion des logiciels qui concernent ces problèmes, soit de la banque, soit du webmaster, donc de mon site. Je n'ai toujours pas réussi à résoudre tous ces problèmes. Par contre, je peux recevoir maintenant des informations des personnes qui ont versé de l'argent et qui n'ont pas pu avoir accès à mes articles. Donc je leur demande de me recontacter à nouveau et je vais résoudre ces problèmes-là dans les semaines à venir. Eh bien, Jean-Pierre Chevalier, merci pour ces informations. Et je rappelle donc votre site, chevalier.biz, pour tous ceux qui sont intéressés aux questions financières et monétaires. Et je vous remercie pour cette émission. Et je dis à nos téléspectateurs, à très bientôt sur TV Liberté. Et je vous remercie, moi de même. Au revoir. Au revoir.